Alors, votre préoccupation centrale, François Dubé, ça a été de travailler, et ça continue à l'être, sur le démantèlement de la figure de l'institution, sur les inégalités et sur les phénomènes d'exclusion, particulièrement à l'école. Vous avez conduit de nombreux travaux, mais ça vous a amené à travailler sur les ouvriers, notamment aux côtés d'Alain Touraine, Michel Vivorca, puis sur les jeunes, dans un ouvrage qui s'intitule La galère, jeunes en survie, en 1987. Vous avez eu l'occasion de travailler sur le Chili, que vous connaissez bien, dans un livre intitulé Pobladores et lutte sociale, en 1989. À nouveau sur l'école des chances. Qu'est-ce qu'une école juste, en 2004. Alors, vous avez une œuvre qui est très prolifique. Vous êtes un faux retraité. Vos travaux restants sont nombreux, j'en citerai quelques-uns. Que manger, sur les pratiques et les normes alimentaires, un ouvrage très, très intéressant en 2017. Le temps des passions tristes en 2019. Et Apparaître au seuil, un ouvrage publié avec Marie Durubella qui s'intitule L'école peut-elle sauver la démocratie, et dont vous aurez l'occasion de nous parler plus amplement aujourd'hui. À vos côtés, Manuel Antonio Gareton. Manuel Antonio qui va animer cette conversation, et je l'en remercie. Vous êtes un grand sociologue chilien, Manuel Antonio, prix national d'humanité et de sciences sociales en 2007. Vous êtes docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez beaucoup fait, Manuel Antonio, pour la renaissance des sciences sociales au Chili, après la période de la dictature. Le thème central de vos travaux, c'est la démocratie. Vous avez une renommée internationale pour les travaux sur la transition démocratique, aux côtés de très très grands noms, Guillermo O'Donnell, Guy Hermé et j'en passe. Vous êtes très connu pour le concept d'enclave autoritaire auprès des politologues. Alors, vous avez publié plus de 60 ouvrages, plus de 300 articles. Je cite quelques publications. Dictaduras y democratizaciones, en 1984. Un ouvrage intitulé Fear at the Edge, en 1989. D'Incomplete Democracy, en 2003. Un ouvrage plus récent qui a fait date au Chili, qui s'intitule La Gran Ruptura, aux côtés de plusieurs sociologues chiliens, en 2016. Vous êtes très présent dans le dialogue politique, intellectuel chilien, et je dirais même plus latino-américain, Manuel Antonio. Vous avez publié de nombreuses colonnes sur ce qu'on appelle au Chili l'estallido social, sur la pandémie, plus récemment, dans un article dans la revue de Clinique. Et vous animez une émission de radio à l'Université du Chili tous les mardis soirs, intitulée Tras las líneas, au cours duquel vous invitez des sociologues, des politologues, des intellectuels chiliens ou étrangers, avec qui vous avez l'occasion de dialoguer. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir à nos côtés pour animer cette conversation avec François Dubé. Je vous remercie tous les deux chaleureusement. Il y aura, après cette conversation, un espace pour les questions du public. Vous pouvez dès à présent les formuler par chat. À partir de 11h45, on ouvrira pour ces questions. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Manuel Antonio Gareton. Bon, merci Sophie, merci Safia et merci à l'Institut français, parce que on va avoir une chance. Le thème de François Dubé, c'est l'égalité des chances. Bon, et on va avoir une chance de parler avec un grand ami et un grand sociologue, peut-être un des plus importants sociologues français de cette génération, et que c'est pas seulement son expertise et sa spécialité en les thèmes éducationnels des institutions des inégalités, mais aussi c'est un intellectuel à la française, ça veut dire qui est capable de participer dans le débat de la société, et tout en fournissant des enquêtes, des recherches, des théories et des analyses empiriques.
François Dubé, on s'est connus il y a longtemps, en 85. On est allé ensemble avec Alain Touraine, Vivorka et d'autres en Pologne, à l'époque de Jaruzelski. Et c'était la première fois qu'on faisait un rapport des recherches que vous avez menées avec Touraine et le groupe du Cadiz sur le mouvement Solidarność en utilisant l'intervention sociologique comme la méthode de recherche. Et après, ce sont venus aux travaux plus personnels, en commençant par ce breaking point de la galère, où il y a, je dirais, tous vos intérêts et vos théories cachées, mais qui sont là. En étudiant un secteur de la jeunesse exclu en France, en écartant le mythe de la mission des jeunes, ou disons que c'était seulement la reproduction d'un héritage culturel. Alors, après ça, bon, comme Sophie le disait, il y a les études sur les institutions, et ça c'est très très important, les études sur quel type de société vivons-nous. Il me semble que vous avez écrit, je me souviens d'un livre avec Martuccelli, sur bon, dans quelle société nous vivons. Et j'ai pris ce titre un peu pour un livre que j'ai écrit sur dans quelle société nous vivrons. Bon, moi je dirais que, pour commencer la conversation, qu'un des thèmes centraux, ça a été le thème des égalités. Et ça, disons, c'est présent de certaine façon dans tout votre ouvrage. Mais finalement, disons, il vient d'apparaître un livre avec un très beau et triste titre qui s'appelle « Les passions tristes ». Et là, ce que vous examinez aussi dans un article que vous venez d'écrire, c'est ce changement de ce que vous appelez les régimes des égalités, ce que j'appellerais le paradigme de l'égalité. On passe de la grande inégalité centrée sur les classes sociales à une multiplicité des inégalités qui ne sont pas, disons, les dimensions de la même inégalité, mais qui sont différentes inégalités. Et ça pose pas mal de problèmes pour comment on lutte contre ces inégalités. Parce que les inégalités basées surtout sur les inégalités des classes, bon, il y avait les luttes politiques et les propositions de l'avenir socialiste qui finirait avec la principale des inégalités qui était causée par l'exploitation. Bon, on est dans nos pays, pas tellement loin de ça. Dans les pays centrales, disons, développés, peut-être on est très loin. Mais alors, pour commencer, François, comment vous définirez pour notre public ce changement de régime des inégalités? C'est un raisonnement assez simple et assez classique en sociologie. Je crois qu'en tout cas, je raisonne dans le monde, d'abord dans le monde européen, si on veut. Moi, j'ai vécu dans des sociétés nationales industrielles, c'est-à-dire dans des sociétés qui, pour l'essentiel, étaient dominées par les économies nationales, des marchés nationaux, des monnaies nationales, des représentations culturelles nationales, etc. Et en même temps, qui étaient des sociétés comme tu l'as très bien dit, des sociétés de classe,
c'est-à-dire dans lesquelles les inégalités étaient des inégalités opposant des groupes sociaux, dans lesquels d'ailleurs toutes les inégalités s'agrègent d'une certaine façon. Quand vous êtes ouvrier, vous vivez comme un ouvrier, vous mangez comme un ouvrier, vous votez comme un ouvrier, vous jouez au football comme un ouvrier, et quand vous êtes un bourgeois, vous mangez comme un bourgeois, vous faites du golf comme un bourgeois, vous pensez comme un bourgeois, etc. Donc les inégalités sont des inégalités collectives très, très structurées. On est dans un monde, entre guillemets, marxiste, enfin, pour dire les choses très, très simplement. Et petit à petit, dans les sociétés dont je parle, le Chili pour une part aussi, d'ailleurs, la représentation politique s'est construite de cette manière, c'est-à-dire que les travailleurs et leurs alliés, alors en France, c'est les ouvriers plus les enseignants et les fonctionnaires, ça fait la gauche, et puis les bourgeois, les paysans, les professions libérales, ça fait la droite. Et on a un monde dans lequel les inégalités forment une sorte de système. Et beaucoup de sociologues, au fond, je pense en France à Bourdieu, continuent à raisonner comme ça. C'est-à-dire, il y a des blocs de classe avec des inégalités qui s'agrègent. Depuis, évidemment, quelques années, mon hypothèse, c'est que le problème que nous affrontons n'est pas seulement l'explosion des inégalités, le fait qu'elles sont plus grandes, car il y a beaucoup d'inégalités qui se sont au contraire réduites socialement. Mais c'est que la nature des inégalités a changé. C'est-à-dire que des inégalités qui étaient des expériences collectives fortement structurées, avec des représentations politiques fortement structurées, sont vécues comme des inégalités très individuelles. C'est-à-dire que quand je fais des enquêtes, les gens me disent « je suis inégal en tant que femme, en tant que vivant en province, en tant que divorcé, en tant que diplômé, en tant que minorité culturelle, etc., etc. » Et donc, là où il y avait des inégalités qui s'agrégeaient autour de classes sociales, il y a au contraire une explosion des inégalités qui sont vécues très fortement comme, alors on le voit, je crois aussi au Chili, pour ce que j'ai pu en comprendre, comme des formes de mépris. Au fond, je suis méprisé en tant que personne par les inégalités sociales. Je suis méprisé par ceux qui sont au-dessus, les médias, les intellectuels, les hommes politiques, etc. Mais en tant qu'individu. L'inégalité devient une blessure personnelle. Je ne sais pas si me fait bien comprendre. Et donc, ce système d'inégalité a aussi fait exploser partout le système politique. Aujourd'hui, en Europe, l'électeur de gauche n'est plus un ouvrier non diplômé, c'est un diplômé très qualifié. L'ouvrier, lui, ne vote plus ou vote à l'extrême droite, ou il vote Trump, il ne vote plus démocrate. La victoire des écologistes en France, c'est la victoire des diplômés urbains. Ce n'est pas une victoire de classe, c'est des diplômés urbains qui sont écologistes. Donc, on a un espace politique qui a complètement changé. Et mon hypothèse, c'est que le grand risque de tout ça, c'est que disons, les classes dominées, les groupes populaires, etc., ne se reconnaissant plus dans les partis de gauche, ne se reconnaissant plus dans un projet social ou socialiste, sont plutôt dominés par le ressentiment, la colère, la haine, avec des risques évidemment politiques extrêmement dangereux, parce que ces expériences très douloureuses des inégalités sont des expériences individuelles qui ne renvoient plus à des projets et à des expériences collectives. Donc ça veut dire, pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas dans ce schéma, il n'y a pas un axe central qui crée les différentes inégalités,
Mais il y a inégalité, disons, qui ne renvoie pas à cette idée d'un fil conducteur et organisateur des inégalités. C'est ça que je pense que c'est très, très important parce que il va y avoir des conséquences politiques, mais on va revenir sur les conséquences politiques après. Moi, maintenant, je voudrais te poser quelques questions sur le rôle qui joue dans ce nouveau paradigme et régime des inégalités, cette explosion des inégalités, des différentes inégalités, le rôle que joue une inégalité spéciale, particulier, que c'est l'inégalité à l'éducation. Tu as fait des études, tu as écrit plusieurs choses, mais je viens de lire un article qui était très, très intéressant à ce sujet. Ça veut dire que les inégalités, c'est la production des inégalités au sein des sous-systèmes ou au sein de systèmes particuliers. Ça veut dire à l'éducation produit, ce n'est pas seulement les inégalités qui viennent de dehors, mais le système éducatif produit les inégalités, et que un peu, et c'est là que je voudrais que tu parles de cela, et un peu en France au moins, l'illustration, l'épitome de ça, ce sont les diplômes, comme le seuil créatif des inégalités. Alors, ce qui s'est passé quand nous étions étudiants, au Chili ou en France, le monde était simple, il y avait une jeunesse bourgeoise, plus quelques autres qui faisaient des études, et une jeunesse populaire qui travaillait. Bon. C'était, au fond, deux jeunesses de classe qui s'opposaient assez simplement. En France et au Chili, il y a eu un formidable mouvement, alors plus ancien en France, de massification scolaire, c'est-à-dire que tout le monde est entré dans le système éducatif, le nombre de lycéens a explosé, le nombre d'étudiants a explosé, et on a pensé que ça serait un facteur d'égalité. En réalité, ce qu'on a observé à peu près partout, c'est que les inégalités se sont produites à l'intérieur même du fonctionnement du système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les jeunes qui étudient et de l'autre les jeunes qui travaillent, mais on est dans un système dans lequel il y a des multitudes d'inégalités à l'intérieur même du système, et ces inégalités, dans une large mesure, elles sont produites par le fonctionnement du système, puisque tout le monde a très bien compris que dans un système de masse, il fallait essayer d'obtenir les diplômes les plus rares et les plus sélectifs. Et donc, là où autrefois, entre guillemets, il suffisait de laisser jouer les inégalités sociales, on a au contraire des stratégies inégalitaires. J'avais écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « La préférence pour l'inégalité », qui montre que les inégalités scolaires, ce sont des choix. C'est-à-dire que les familles de classe moyenne ou de classe supérieure choisissent les inégalités scolaires dans le choix éducatif, dans le choix de l'établissement, dans tout un tas de choix, on choisit les inégalités scolaires. Et donc, on est, en tout cas en France, dans une formidable déception, puisqu'on a considérablement ouvert le système scolaire, et à la fin, il y a autant d'inégalités qu'il y en avait il y a 50 ans, quand le système scolaire est fermé. La deuxième dimension de cette affaire, c'est que
on confie à l'école, au fond, la responsabilité d'un idéal de justice. On dit, les inégalités sociales sont injustes, mais les inégalités scolaires sont justes parce qu'elles reposent sur le mérite des individus. Et donc, on est dans un bouclage dans lequel les inégalités scolaires vont légitimer des inégalités sociales, ce qui fait que les élites, les vainqueurs de la compétition scolaire, au fond, sont plutôt libéraux, sociaux, démocrates, etc., parce qu'ils ont gagné la partie, et les vaincus de la compétition scolaire se sentent humiliés, blessés, dévalorisés, et au contraire sont en train de développer des attitudes plutôt d'hostilité, antidémocratique. Par exemple, c'est très, très troublant de voir comment se développe la croyance dans les fake news, dans les rumeurs, etc. Donc, d'une certaine façon, ce rêve d'égalité des chances n'étant pas possible, n'étant pas atteint, il se retourne. Et moi, je crois que c'est devenu dangereux pour les sociétés démocratiques. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ce qui est très intéressant dans cette analyse, c'est que la massification scolaire, qui veut dire de certaines façons au moins un minimum de démocratisation. Ouais. Mais la massification, ce que tu dis, a créé, est devenu pas seulement un premier moment de démocratisation, mais finalement un moment de, disons, un processus de création des rapports sociaux moins démocratiques, ça veut dire au sens que augmente les inégalités dans le système. C'est-à-dire le système crée des inégalités scolaires qui n'existaient pas avant. Ce sont des nouveaux. Alors, est-ce qu'il y a une différence ou non? Ça, c'est très important pour nous. Parce que quand tu parles de l'éducation, surtout en France, je pense que tu parles normalement de l'éducation publique. C'est l'éducation publique. Tandis que la massification au Chili, et ça c'est une différence fondamentale, le grand moment de la massification, ça a été à travers les établissements privés, à travers un système de marché, et avec lequel disons les établissements privés utilisaient les subventions des publics pour le profit des propriétaires des écoles. Alors, est-ce que là, et c'est pour cela qu'au Chili, on discute moins le thème que tu proposes. C'est la création des inégalités au-dedans du système. Ça veut dire les pratiques du système éducatif créent des inégalités. Dans le cas à nous, c'est encore le problème central, c'est les inégalités entre une éducation publique et une éducation privée qui est majoritaire. Et c'est ça le thème central. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que cette différence entre le rapport des institutions publiques et des institutions privées, c'est important dans ton chemin? Alors, je suis complètement d'accord. Je préfère un système public à la française qu'un système privatisé au Chili. C'est-à-dire que je préfère un système dans lequel l'école est gratuite qu'un système dans lequel l'école est payante. Bon.
Mais une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit, quand on regarde le cas de la France, que des mécanismes de marché, entre guillemets, jouent parfaitement à l'intérieur d'un système public. C'est-à-dire qu'il va y avoir des concurrences entre les filières, entre les formations, et d'une certaine façon, la France et le Chili sont deux pays qui ont le même triste record. Ce sont les pays dans lesquels l'origine sociale détermine le plus fortement la carrière scolaire des enfants. C'est très troublant. Logiquement, le Chili devrait avoir une très forte reproduction des inégalités sociales par l'école et la France une très faible. Or, la France a le même taux que le Chili. Donc, ce n'est pas une manière de légitimer l'école chilienne, mais c'est de montrer que dans une école publique, on peut avoir des mécanismes aussi inégalitaires que dans une école privée. Et de manière générale, c'est pour ça qu'il faut faire de la politique. On constate que quand on compare les 27 sociétés de l'OCDE, c'est-à-dire l'Europe occidentale, le Chili, l'Argentine, les États-Unis, le Canada, etc. Quand on compare ces pays, on s'aperçoit que on peut avoir que l'amplitude des inégalités scolaires ne reflète pas l'amplitude des inégalités sociales. Par exemple, la France est un pays à faible inégalité sociale et à forte inégalité scolaire. Le Canada est un pays à forte inégalité sociale et à faible inégalité scolaire. Bon, ça veut dire que les politiques scolaires ont une grande importance et qu'il ne s'agit pas de penser simplement que l'école est victime des inégalités sociales. L'école, dans son mode de pédagogie, dans son organisation, accentue ou n'accentue pas les inégalités sociales. La France et le Chili, qui ont deux modèles politiques scolaires complètement opposés, la France est centralisée, les mêmes programmes, les mêmes enseignants partout, etc., produit autant d'inégalités scolaires que le Chili. Mais alors, ce n'est pas une manière de dire que ce qui se fait au Chili est bien, mais c'est une manière de dire que les inégalités scolaires ne sont pas un simple produit des mécanismes du marché. Non, ça c'est vrai. Mais la question, c'est, disons, très naïvement, si on dit un pays à grande inégalité scolaire et faible inégalité sociale, en quoi l'inégalité scolaire et pourquoi ici est regrettable et pourquoi et quelles sont les conséquences pour l'inégalité sociale de l'inégalité scolaire? Parce que comment tu peux maintenir un système fortement inégal scolaire et des faibles inégalités sociales? Comment on peut se maintenir ça? Et en quoi ça c'est tellement mauvais? Eh bien, je vais te dire, c'est mauvais d'abord parce que je crois que les institutions doivent d'une certaine manière tenir leurs promesses. D'une part, tu ne peux pas dire c'est l'école de l'égalité des chances et faire que personne n'y croit, parce que ce n'est pas vrai. Bon, il faut tenir les promesses. Deuxièmement, dans le cas de la France, ce paradoxe entre les faibles, entre comillas, inégalités sociales et les fortes inégalités scolaires, c'est une très faible mobilité sociale. Personne ne bouge. Personne ne bouge, puisqu'on accède à l'emploi par le diplôme. Donc, c'est une société figée. Et la conséquence de ça, évidemment, c'est qu'il y a une très faible confiance des élèves en eux-mêmes. Les gens sont persuadés qu'ils sont
ce qui distingue les élèves français, c'est qu'ils sont toujours persuadés qu'ils sont mauvais, qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ne sont jamais à la hauteur, et une grande défiance politique. Donc, je crois que ça a quand même un coût, et ça a aussi un coût parce que d'une certaine façon, il y a eu des comparaisons assez intéressantes entre la France et l'Allemagne. On crée une très grande distance sociale et culturelle entre les gens qualifiés et les gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, on accentue les inégalités symboliques, on va dire, dans le monde du travail, etc., etc. Donc, je crois que, évidemment, aucune école n'est égalitaire, mais moi, je reste, au fond, assez, de manière un peu naïve, assez social-démocrate, entre guillemets, c'est-à-dire que je crois que le monde scolaire crée des vainqueurs et des vaincus, et que le problème de l'école, c'est de faire que les vaincus de la sélection scolaire s'en sortent le mieux possible, intellectuellement et professionnellement. Le modèle de l'égalité des chances, c'est malheur aux vaincus. C'est malheur aux vaincus, c'est-à-dire ils n'avaient qu'à réussir leurs études et on ne peut rien pour eux. Donc, je crois qu'il faut renverser notre manière de voir et dire la priorité scolaire, ce n'est pas la sélection des meilleurs, c'est qu'est-ce qu'il advient de ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Voilà. Et qui sont nécessairement les plus nombreux, etc. Autrement dit, on juge de la qualité d'un système scolaire non pas par le niveau des élites, mais par le niveau des plus faibles. Et c'est et là c'est très intéressant ça, parce que la question maintenant, la question politique, c'est qui se charge de la réduction, de la transformation des inégalités scolaires. Ça veut dire qui se charge des vaincus. Parce que avant, et toi tu l'as dit au début, et on reprend ce thème-là, avant on pouvait penser qu'il y avait les partis et les mouvements sociaux qui prenaient la justice par soi-même, les mouvements sociaux, ou soit les partis qui représentaient ou qui voulaient représenter les vaincus, et les vaincus, qui étaient les vaincus, et ça c'est très intéressant, c'était les vaincus disons, par les situations économiques de l'exploitation. Tandis qu'aujourd'hui, et c'est ça me semble un des grands apports, c'est de dire, bon, il y a une nouvelle classe de vaincus, disons classe, un nouvel type de vaincus. Et ce sont des vaincus qui se sont très difficiles à que s'organisent, à qui ont une vision utopique ou une vision de, disons, à la Touraine, d'historicité. Ça veut dire d'un avenir différent. Et là, le problème, c'est la politique. Alors, je crois deux choses. Je crois qu'aujourd'hui, le risque, c'est que les vaincus soient dominés par la haine et la violence. C'est quand même des choses qu'on peut se poser. C'est-à-dire, pour reprendre le vieux langage, que les classes laborieuses redeviennent des classes dangereuses. Enfin, c'est un risque qui peut exister. Pour ce qui est de la réforme des systèmes scolaires, c'est un paradoxe, parce que, au fond, les classes moyennes et supérieures qui bénéficient des inégalités scolaires sont en général, y compris en France, parfaitement hostiles à toutes les réformes scolaires qui se feraient en faveur des moins favorisés. Généralement, elles disent on baisse le niveau, on affaiblit le niveau culturel, etc., etc. Je vais donner un exemple
très franco-français, je suis désolé de l'expliquer. Le monde enseignant, le monde universitaire en France est par exemple hostile à la sélection à l'entrée à l'université. Donc plutôt, ne sélectionnons pas l'entrée à l'université, ouvrons l'université. Mais il est aussi parfaitement, il défend totalement le système français des grandes écoles, des classes préparatoires, de tous les endroits ultra sélectifs où se fabriquent les élites. Donc, d'une certaine manière, un homme politique qui voudrait réformer, on va dire à gauche, le système scolaire, se heurtera à peu près mécaniquement à l'hostilité des classes moyennes, y compris des classes moyennes de gauche, et n'obtiendra pas le soutien des classes populaires qui considèrent que l'école, ce n'est pas leur compétence et ce n'est pas leur problème. Donc, il faudrait véritablement soit revenir aux vieux mouvements sociaux, parlant du travail, de la dignité du travail, etc., soit une forme d'héroïsme, mais j'observe les politiques scolaires depuis 50 ans, et vraiment, c'est extraordinairement difficile de faire une politique en faveur des moins favorisés. Les classes moyennes, en réalité, préfèrent leurs enfants aux enfants des autres. Voilà. Et alors, si je voudrais qu'on parle un peu des effets des pandémies, mais je suis tenté de te demander, bon, dans ce panorama que tu dessines, bon, demain, M. Dubé, vous êtes le ministre de l'Éducation. Qu'est-ce que ça serait la première chose? Et vous avez tout le pouvoir. Vous avez tout le pouvoir. Ouais. Hein? Qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, la première chose que je fais, c'est que je regarde le financement du système éducatif et je déplace une partie du financement des établissements les plus favorisés vers les établissements les moins favorisés. Je fais que les enseignants les plus compétents aillent dans les établissements les moins favorisés. Et au bout de 2 jours, je ne suis plus ministre. Voilà. C'est quand même ça. Bon, on sait très bien. Voilà, vous imaginez à quel point je ne peux pas m'empêcher d'évoquer un grand philosophe des Lumières français qui s'appelait Condorcet, l'homme de la Révolution française, et qui avait fait un projet d'école en disant « Il est bon que les enseignants n'aient pas d'enfants, parce que si les enseignants ont des enfants, ils choisiront toujours leurs enfants plutôt que leurs élèves. » Voilà. Donc, je n'irai pas jusqu'aussi loin, mais il faut bien comprendre que les enjeux autour de l'école, qui sont les enjeux de la reproduction sociale dans les familles, sont des enjeux sur lesquels personne n'est romantique, personne n'est véritablement généreux. Tout le monde a le sentiment que c'est trop important pour prendre des risques. Alors, on peut faire des choses, mais c'est quand même extrêmement difficile d'agir de façon très radicale. Alors, ce que la pandémie a montré, ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, ce n'est pas tellement l'école, c'est les parents. Que les enfants qui ont été confinés avec des parents qui ont fait des études, qui ont des ordinateurs, qui ont un bon appartement, on s'est rendu compte que leur niveau scolaire a monté et que les enfants qui ont été confinés dans des familles populaires avec moins d'ordinateurs, moins de compétences, eh bien, que leur niveau a baissé et que les plus faibles ont carrément décroché de l'école. Donc, au fond, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la compétition scolaire est tellement forte, tellement essentielle, que les parents ne se contentent pas de laisser faire en fonction de leur capital culturel. Les parents sont devenus de véritables coachs scolaires de leurs enfants. Ils les entraînent comme des entraîneurs sportifs, d'une certaine manière. Et donc, les inégalités scolaires, c'est le produit des stratégies, au fond,
des individus. Et je ne critique pas les parents. Je veux dire, les parents sont de bons parents. Ils font ce qui est le mieux pour leurs enfants. Mais le résultat, c'est des inégalités considérables. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. S'il y aurait des sorties, il y aurait des voies de sortie. C'est en faisant que les diplômes soient moins importants qu'ils ne le sont dans l'accès à l'emploi. Et qu'on considère que le mérite scolaire n'est pas la seule forme de mérite. Par exemple, on a mesuré avec mon amie Marie Duru les écarts de compétences qu'on appelle scolaires, mesurés à l'école, et les écarts de compétences et de connaissances de la vie quotidienne. Bon. On s'aperçoit que les écarts scolaires sont extrêmement grands et que quand on regarde les compétences pratiques des gens, savoir utiliser un ordinateur, lire des livres, etc., les écarts sont beaucoup plus réduits. En réalité, l'école est une machine qui accentue les écarts de manière à légitimer des inégalités, et la plupart de ces écarts ne sont pas socialement nécessaires. Voilà. Mais ça veut dire que on a besoin, on envisage une transformation finalement de l'idée même d'école, oui, de l'idée même des institutions pour former des gens pour qu'ils vont aller à la société, à se déplacer pour des travaux, etc., etc. Ça veut dire l'idée même du système scolaire n'est pas en jeu dans ton analyse? Moi, en vieillissant, je me sens de plus en plus proche d'Ivan Illich. C'est-à-dire que je crois au fond qu'une société doit donner une très bonne école élémentaire à tous, et qu'ensuite les gens doivent se former tout au long de leur vie, mais qu'il n'est pas raisonnable d'aller à l'école entre l'âge de 5 ans et l'âge de 25 ans, et qu'ensuite tout soit joué. Je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs beaucoup de pays scandinaves ont maintenant ce genre de raisonnement, la moitié des étudiants des universités scandinaves sont des gens qui travaillent, ne sont plus des jeunes, ce sont des gens qui travaillent. Donc, je crois qu'il faudrait un peu déscolariser la société. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est pour ça que les vieilles utopies du travail socialiste, etc., me paraissent avoir peut-être un avenir. Il faut réinstaller le travail plutôt que d'avoir une image au fond sportive de la société qui dit il y a une compétition, les vainqueurs de la compétition ont tout gagné, les vaincus de la compétition ont tout perdu, et on rejouera à la prochaine génération un match. Mais on ne le rejoue pas, le match. Le match suivant, c'est le même qui se rejoue de génération en génération. D'ailleurs, en général, il y a une croyance très forte dans les diplômes. Les gens sont persuadés que les inégalités liées aux diplômes sont justes. Ce qui est... Mais alors, il y a une chose que c'est... On doit finir pour passer à la question aux questions du public. Mais une chose qui est intéressante, c'est que, disons, de certaine façon, la pandémie, pour en revenir, déscolarise. Oui. Oui, dans ce sens, et toi de l'autre côté, tu dis, bon, je voudrais une société plus déscolarisée. Le problème, c'est que la pandémie déscolarise en faisant plus profondes les inégalités. Alors, il va y avoir, on peut être, de temps en temps, on peut faire des pronostics. Je pense que la pandémie va déscolariser un grand nombre de gens, mais il va y avoir, au contraire, il va y avoir aussi une surscolarisation, parce que je ne sais pas comment ça va se passer au Chili, mais en France, il y a tous les ans 1 million de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Là, il n'y aura pas de travail. Et donc, la tendance, ça va être de les garder à l'école et à l'université, non pas tellement pour qu'ils étudient,
mais pour qu'ils attendent que le ciel s'éclaircisse. Donc, à mon avis, on va avoir une déscolarisation d'une partie des jeunes, une surscolarisation des autres et une accentuation encore plus forte de la compétition scolaire. Je crains que la pandémie exacerbe nos défauts plutôt qu'autre chose. Bon, moi je pensais qu'on allait finir avec une note plus optimiste. C'était juste ce que tu as dit avant. Ça veut dire la possibilité de déscolariser la société. Et le problème, c'est que les conjonctures, hein, las coyunturas, hein, parfois s'entremêlent dans le chemin, et dans un chemin que peut-être pouvait aller dans un sens bien, qui c'était cette déscolarisation et l'importance donnée aux pratiques, au travail, plutôt que le confinement scolaire. Alors, le problème, c'est que dans la pandémie, on a suspendu cette possibilité, on a aggravé le problème de l'escolarisation. Non, il y a peut-être un aspect positif de la pandémie sur l'école, c'est qu'on s'est rendu compte que les élèves, les enfants aimaient l'école. Ils aiment l'école pas parce qu'ils aiment apprendre les mathématiques, mais parce qu'ils aiment la vie collective de l'école. Et peut-être qu'on gagnerait à faire une école qui soit plus accueillante, plus ouverte, plus attentive, parce qu'au fond, c'est peut-être ça la fonction essentielle de l'école, c'est de permettre à des enfants de grandir. Voilà. Oui, et ça, on l'a oublié. On est tellement obsédé par la compétition scolaire qu'on a oublié que l'école, c'est l'endroit où les enfants deviennent des adolescents, où les adolescents deviennent des adultes. Voilà. Et ça serait bien de s'en rappeler. Ça, c'est surtout important pour les adolescents. Oui. Parce que finalement, les petits-enfants, le rapport avec leurs parents, c'est très, très important. Tandis que pour les adolescents, ce qui est beaucoup plus important, c'est le rapport, parce que la socialisation, c'est fini, et c'est le rapport avec les autres adolescents. Et alors, le grand problème de la pandémie, c'est surtout qui affecte, à mon avis, aux adolescents et aux jeunes, plus qu'aux petits-enfants. Mais ça, c'est une discussion qu'on n'a pas le temps d'avoir maintenant. On ne demande pas assez leur avis aux petits-enfants. Pardon? On ne demande pas assez souvent aux petits-enfants ce qu'ils pensent. Moi, je crois qu'ils trouvent que c'est bien de ne pas être toujours avec leurs parents. Mais bon, Oui, mais c'est une nécessité pour les adolescents, c'est une nécessité de survie, si tu veux, de n'être pas avec les parents parce qu'ils ont d'une certaine façon rompu avec ce lien si important pour les petits-enfants. Bon, maintenant, merci de cette conversation. On va passer la parole à Safia parce qu'elle va voir les questions qui se sont posées. Merci, François. Oui, merci messieurs pour cette intéressante conversation. Beaucoup de participation, beaucoup de participants, 88 personnes. Merci beaucoup. Une question ici qui nous arrive en espagnol, alors il va falloir que je traduise simultanément. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'en finir avec l'enseignement privé pour en finir avec les inégalités scolaires? Cependant, en 2018, une étude réalisée par l'OCDE montre que le Chili a une mobilité sociale supérieure aux autres pays d'Amérique latine et d'Europe. Qu'en pensez-vous? Alors, très, très rapidement, dans le cas français, la privatisation, la fin de l'enseignement privé ne changerait pas grand-chose. Parce qu'il y a une sorte de marché de circulation permanente entre le privé et le public. Donc, ça pourrait faire plaisir
mais ça ne changerait pas grand-chose. Et je rappelle qu'il y a eu une tentative en 1983. Un gouvernement de François Mitterrand a voulu supprimer l'école privée. Il y a eu 1 million de manifestants, dont une majorité d'ailleurs d'électeurs de gauche. On a arrêté toute idée de privatiser, d'arrêter l'enseignement privé. Ça, c'est vraiment le problème. C'est un problème un peu technique. C'est d'imposer une forme d'équité entre les établissements privés et publics, entre eux, mais dans la totalité du système. Voilà. Donc, ma réponse est de dire que ça ne changerait pas grand-chose, en France en tout cas, là-dessus. Je me souviens plus de la deuxième question qui était posée. Non, je n'ai posé qu'une pour le moment, donc je vais poser la deuxième. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique? Écoutez, ça fait. Laisse-moi. Pardon, Emmanuel, pardon, allez-y. Répondre. Moi, je dirais exactement le contraire pour le Chili. Oui, mais moi, si j'étais chilien aussi. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant ça. Et ça veut dire, ici, tu as 25% au moins ça, dans l'enseignement public. Le reste est privé. Et la privatisation, ça a coïncidé avec un processus de segmentation, mais brutal. Ça veut dire, maintenant, on a essayé, après la réforme du gouvernement de Chili, on a essayé de changer ça. Mais le problème de sélection est tel, et de fragmentation est tel, que les gens qui gagnent X seulement étudient avec les gens qui gagnent X. Et les gens qui gagnent X plus 1 étudient seulement avec les gens qui gagnent X plus 1. Alors, tu as une fragmentation du système énorme. Et ça, à mon avis, a une conséquence pas seulement pour vis-à-vis des inégalités, pour la vie des gens, parce qu'il n'y a pas de ressources pour les enseignements publics, etc., mais aussi, ça crée une société, et tu te moques de mots, et moi aussi, je peux me moquer de l'utilisation vague, mais une société est strictement néolibérale, où la vie dépend seulement de moi-même ou de gens qui sont pareils à moi-même. Et là, le rôle de l'enseignement, de la privatisation et de l'éducation de marché a joué un rôle central. Et c'est pour cela que je pense qu'on devrait... Au Chili, on a eu toujours un système mixte, public-privé, mais toujours dans l'histoire, hégémoniquement ou majoritairement public. Moi, je dirais, on doit passer d'un système. La révolution néolibérale a fait du système public la minorité. Maintenant, on devrait faire la contre-révolution, si on veut. Ça veut dire au moins que la majorité des enfants et des jeunes chiliens soient à l'éducation publique. Alors, je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, si j'étais chilien, je partagerais totalement ta position. Mais le système français est de nature complètement différente, parce qu'en plus, il y a des contraintes identiques imposées au privé et au public, ce qui fait que la fin du privé ne changerait pas fondamentalement les choses en France. Mais si j'étais chilien, je n'aurais aucun état d'âme pour faire basculer tout le système ou la majorité du système vers l'enseignement public, bien sûr. Parfait. Une question sur le bac. Quelle a été votre position? Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique selon laquelle il était dévalorisé? Alors, c'est vraiment une question très récurrente en France. Le bac est un examen qui a deux significations.
La première signification, c'est que c'est un certificat de fin d'études secondaires. C'est-à-dire que plus le nombre de bacheliers a augmenté, plus le taux de réussite au bac a augmenté. C'est très étonnant. Quand j'ai passé le bac, il y a très très longtemps, on était reçu à 60%. Aujourd'hui, on est reçu à 80-90%. Et le taux de bachelier a été multiplié par 10. Donc, je veux dire, le bac est un certificat de fin d'études secondaires. Voilà. Vous avez été au lycée, vous n'avez pas fait de bêtises, vous avez le bac. Voilà. Et en même temps, le bac, avec les options, les filières, les mentions, enfin ce que connaissent bien les Français, est un pré-concours d'entrée dans l'enseignement supérieur. Donc le bac a deux significations. C'est d'un côté un pré-concours, une sorte de concours de classement, et de l'autre, un certificat de fin d'études. Alors, avec le confinement, évidemment, on a largement donné le certificat de fin d'études, mais pour des raisons extrêmement simples. C'est que vous ne pouvez pas bloquer une génération, puisque si vous ne donnez pas le bac, vous ne remplissez pas les universités et vous n'avez plus de place pour ceux qui arrivent. Donc, il faut bien comprendre que le taux de reçu au bac, c'est un problème hydraulique. C'est un problème de comment faire circuler des millions d'élèves dans le système. Quant au niveau, c'est une question très très difficile parce que si je compare le niveau des bacheliers d'aujourd'hui au niveau des bacheliers d'il y a 50 ans, il a baissé parce qu'il y a 50 ans, les bacheliers étaient 8 fois moins nombreux. Donc, le niveau a baissé. Mais si je compare le niveau de la classe d'âge aujourd'hui au niveau de la classe d'âge il y a 30 ans, le niveau a monté. Donc, la discussion sur le niveau, c'est vraiment une querelle théologique. Et je dois dire que ça fait partie des plaintes. Depuis que l'école existe, les enseignants se plaignent de la chute du niveau. C'est comme ça. Depuis qu'il y a le bac, le niveau du bac a baissé. Voilà. C'est une sorte de réflexe professionnel. Voilà. D'ailleurs, généralement, les enseignants considèrent qu'il a baissé à partir du moment où ils l'ont passé, que jusque-là, il était bon. Mais toutes les générations racontent la même histoire. Donc, la question du niveau n'est pas une question essentielle. Alors, avec la pandémie, évidemment, on a donné le bac, mais il n'était pas possible de faire autre chose. Il n'était pas possible de faire autre chose. Et je peux vous promettre que quand dans 2 ans, on mesurera le niveau des étudiants, il n'y aura pas eu d'effet pandémie sur le niveau des étudiants. On ne le verra pas. Il n'y en aura pas eu. Donc, c'est vraiment dans des imaginaires très, très, comment dirais-je, salle de prof. Voilà. Mais ce n'est pas un vrai problème. Alors, je sais quand je dis ça que je ne fais pas plaisir aux enseignants, mais il faut quand même le dire. Voilà. Manuel, vous voulez ajouter autre chose sur ce point? Non, ça c'était. Dans notre cas, on devrait parler alors, mais ce n'est pas le moment de la preuve d'aptitude académique, la PSU, et c'est ça. C'est l'équivalent au bac. Les générations actuelles ne connaissent pas le bac. Moi, j'avais le bac parce que c'était la dernière génération qui a eu le bac. Maintenant, c'est tout un autre système de sélection universitaire. Mais ça, c'est un autre problématique. Une question qui nous vient de Chilian. Pensez-vous que les nouvelles pédagogies vont ressurgir dans ce contexte de pandémie, étant donné que les objectifs de l'école sont repensés? Il existe très peu de communautés d'apprentissage au Chili. Pensez-vous que ce type d'école puisse réduire les inégalités? Alors, d'abord, je réponds pour la France, les pédagogies nouvelles, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça.
je dirais que dans le cas français, les enseignants en général font ce qu'ils peuvent dans les contextes où ils sont. Enfin, c'est très difficile de dire il y a des pédagogies traditionnelles, des pédagogies nouvelles, bon, etc. Ce qu'on sait des pédagogies nouvelles, c'est que ce n'est pas des facteurs de réduction des inégalités. Les inégalités se mettent en mouvement, quelles que soient les pédagogies. Les pédagogies très traditionnelles, les pédagogies très libérales, ça ne change pas vraiment en termes d'inégalité. En revanche, les pédagogies ont un impact sur leur efficacité. Il y a des pédagogies efficaces, il y a des pédagogies qui le sont moins. Ça, c'est clair. Mais ça ne suffit pas de dire ça, parce que ce qui fait que la pédagogie est efficace, c'est que l'enseignant lui-même soit efficace. C'est-à-dire qu'une pédagogie efficace avec un mauvais enseignant, ça ne marche pas. Alors qu'une pédagogie inefficace avec un bon enseignant, ça peut marcher. Donc, il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans. Mais il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que plus les systèmes scolaires sont efficaces, c'est-à-dire plus les pédagogies sont efficaces, plus les enseignants sont bien formés, plus les inégalités sont faibles. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand vous augmentez la qualité de l'école, vous réduisez les inégalités. Ça, c'est une chose qu'on devrait avoir en tête, en particulier pour ce qui est du recrutement et de la formation des enseignants. Plus les enseignants sont bien formés, bien recrutés, bien payés, mieux les élèves apprennent et plus les inégalités sont faibles. Ça, c'est une chose que l'on pourrait avoir en tête. Après, pour les pédagogies, on n'a pas véritablement d'études montrant que telle pédagogie est plus efficace que telle autre, parce que ce que l'on sait, c'est qu'il y a des enseignants efficaces et des enseignants qui le sont moins, pour des raisons, au fond, un peu mystérieuses. Voilà. Une question en relation avec les classes moyennes. Oui. Les classes moyennes sont celles qui préfèrent l'enseignement privé, donc au détriment de l'enseignement public. Qu'est-ce que vous pensez de cette différence de sémantique propre à la classe moyenne, selon laquelle le public est mauvais et le privé est bon? Sur cela, je veux parler aussi. Hein. Très bien. Allez-y, François. Alors, je dirais que ça ne correspond pas à la situation française. Les classes moyennes veulent ce qu'elles pensent être des bons établissements scolaires. Si le bon établissement scolaire est public, elles vont dans l'enseignement public. Si elles pensent que l'école publique du secteur n'est pas bonne, elles vont vers le privé. Et je rappelle d'ailleurs que 40% des élèves français ont circulé entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'en stock, vous avez 20% d'élèves dans le privé, mais en flux, il y en a 40%. Donc le choix des familles, c'est un choix, entre guillemets, rationnel. Je veux la bonne école. Je préfère la bonne école publique à la bonne école privée, mais si la bonne école publique n'est pas là, je vais vers le privé pour revenir dans le public, pour revenir dans le privé. Vous savez qu'en France, l'enseignement privé est catholique. Bon. Mais il n'y a pas 10% des parents qui mettent leurs enfants pour des raisons religieuses. On a même aujourd'hui beaucoup de familles musulmanes qui vont dans l'école privée en disant l'école privée catholique comprend mieux la religion que l'école laïque républicaine. Donc, c'est vraiment un choix rationnel, c'est un choix de consommateur d'école. Et alors, ce dont on se rend compte, c'est que ces choix, ça a d'abord été des classes moyennes, et puis ça descend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les classes populaires supérieures, il faut dire les choses comme ça, ou moyennes inférieures, commencent elles aussi à choisir leur établissement. Donc, d'une certaine manière, plus la compétition scolaire se durcit avec la massification, plus vous avez des choix rationnels, comme sur un marché, au fond, même si ce n'est pas vraiment un marché. Manuel.
moi, je pense qu'il y a un problème dans la question. Bon, c'est que le grand moment de l'éducation publique au Chili, ça a été le grand moment des couches moyennes, des classes moyennes. Et ça, c'est, disons, il n'y a pas de classe moyenne au sens strict de classe moyenne sans éducation publique. Et il n'y a pas éducation publique s'il n'y a pas une grande classe moyenne qui pousse pour cela, qui lutte pour cela. Alors, le problème réel, c'est qu'il n'y a plus de classe moyenne. C'est un langage démagogique, parce que quand la classe moyenne va d'un revenu de 400 000, 500 000, juste au-dessus de la pauvreté, jusque 3 millions de pesos, on parle en pesos, bon, il n'y a pas une classe moyenne. Quand on dit qu'il y a la classe moyenne au Chili, c'est 80%. Alors, quand presque tous les pays, le pays est classe moyenne, il n'y a pas classe moyenne, c'est le pays. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, ce sont des groupes de revenus et des statuts et qu'on peut situer au milieu entre les plus pauvres et les plus riches, mais qu'il n'y a aucune conscience, idéologie, vision, autoperception de classe moyenne en tant que classe. Et c'est pour cela, ces groupes, disons, privatisés, jetés au marché, sans l'appui de l'État, vont dire, oui, bon, je préfère l'éducation privée si j'ai de l'argent. Mais je voudrais dire qu'un des grands problèmes, c'est la destruction des classes moyennes par un certain modèle qui fragmente, qui segmente tous les différents groupes. Et je pense qu'il y a un certain rapport entre cette perte d'une classe moyenne réelle et l'affaiblissement de l'éducation publique. Les groupes d'intérêt privés, des revenus, les groupes de revenus moyens ne sont pas une classe, ce sont des groupes de pression et avec des pressions parfois très légitimes, mais qui ne sont pas liées par un lien, si on veut, de classe. C'est l'individualisme total. Une question qui concerne le concept de discrimination positive. Étiez-vous partisan ou détracteur de la mesure en 2001 Sciences Po Paris d'abord et puis les instituts de sciences politiques ensuite, sur l'admission d'élèves de classes d'établissements ZEP en particulier? Alors, évidemment, j'étais favorable. C'est très, très difficile de ne pas être favorable. Quand vous avez des recrutements comme à Sciences Po qui sont socialement tellement homogènes, dire c'est la méritocratie et il ne faut pas changer les règles, c'est d'une hypocrisie absolue. Bon. Donc, il est bon, disons les choses simplement, il est bon que les élèves de milieux modestes ou d'origine étrangère qui ont toutes les qualités scolaires requises puissent être aidés, poussés pour accéder aux établissements d'élite. Donc, je suis pour, ce n'est pas un problème. Ce qui me gêne en revanche considérablement, c'est quand ça apparaît comme le seul modèle de justice possible. Parce que ce n'est pas très difficile de trouver des bons élèves d'origine étrangère et de milieux modestes pour les faire accéder à l'élite. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres? Et en France, on a un regard sur l'école extrêmement élitiste. Je veux dire que tout sociologue français est scandalisé par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants d'immigrés
à l'école polytechnique. Très bien. Mais personne n'est scandalisé par le fait que tous les élèves qui décrochent de leurs études ou qui sont dans des formations professionnelles minables sont tous des enfants d'immigrés. Et que là, on ne les compte pas en dizaines, on les compte en centaines de milliers. Donc, il y a dans ce modèle que je défends de la discrimination positive un tropisme élitiste. C'est-à-dire qu'on ne raisonne que sur les élites. Je veux dire, on va dire qu'il n'y a pas assez de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Très bien. Mais personne n'est scandalisé par le fait que toutes les caissières de supermarchés sont des femmes. Bon. Ce qui me paraît quand même une ségrégation beaucoup plus violente, si je peux me permettre. Donc, il faut bien comprendre que cette manière est très élitiste. Et je ne peux pas ne pas citer un travail formidable d'un sociologue américain qui s'appelle Julius Wilson, qui a montré, qui est un sociologue noir de Chicago, qui a étudié toutes ces politiques pendant 30 ans aux États-Unis, et qui a montré que ces politiques ont eu un effet formidable. Elles ont créé une bourgeoisie noire. Elles ont créé Obama. C'est incroyable. Elles ont créé Obama, des élites noires, des avocats noirs, des hommes d'affaires noirs, etc. Mais pendant ce temps, les Noirs qui n'ont pas bénéficié de ces politiques ont vu leur situation se dégrader. On a sauvé ceux qui le méritaient, on a laissé les autres sur le côté. Si je prends le cas des femmes, pardonnez-moi, je sais qu'on prend toujours un petit risque à parler de ça. Le nombre de femmes qui sont devenues chefs d'entreprise, femmes politiques, responsables, etc., a monté considérablement en l'espace de 30 ans, avec des formes subtiles de discrimination positive. Mais la situation moyenne des femmes s'est dégradée. Le nombre de femmes seules avec leurs enfants, le nombre de femmes divorcées s'est accentué, le nombre de femmes pauvres s'est accru. Donc, je suis favorable à ces politiques, mais j'y suis hostile quand ça devient la seule politique que l'on a, qui est une politique darwinienne, qui consiste à dire ceux qui méritent d'être sauvés le seront, les autres, on ne leur doit rien. Et à mon avis, ça n'est pas, comment dirais-je, c'est pas difficile de trouver dans un collège d'un quartier de banlieue 5 ou 6 bons élèves que l'on va pousser. C'est pas difficile. Ils existent. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Les autres, on veut qu'ils deviennent dealers, on veut qu'ils deviennent gangsters, on veut qu'ils deviennent quoi? C'est ça le problème. Donc, je suis favorable à ces politiques, mais quand elles sont la seule politique, j'y suis plutôt hostile parce que d'une certaine manière, c'est une sorte de darwinisme social qui ne dit pas son nom. Dans ce sens, ce sont des politiques, et on pourrait dire à un certain moment indispensables, mais pourvu qu'on le pense avec des seulement émergences. Ça veut dire, si ces politiques remplacent les changements structurels, ils vont être très dangereux parce qu'ils vont légitimer l'existence et la reproduction des élites avec maintenant la bonne conscience qu'il y a les gens qui sont venus qui n'avaient pas la possibilité avant, maintenant ils l'ont. Mais ça, c'est pas vrai. S'il n'y a pas de changement structurel dans tous les autres domaines qui permettent des égalités réelles pour tous. Donc, je suis totalement d'accord avec le raisonnement de... On pourrait rajouter méchamment, Manuel Antonio, qu'on fait toujours l'hypothèse qu'une élite issue d'un milieu populaire sera une élite généreuse et sympathique. On n'a pas la preuve. Voilà. On n'a pas la preuve. Bien. Je suis pour, mais on n'a pas la preuve. Voilà. Merci, messieurs. C'était la dernière question. Merci au public. Merci. Sophie, est-ce que tu veux ajouter autre chose?
Non, je voulais juste vous remercier beaucoup à tous, au public également. Un grand bravo. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Bien, merci à toutes les deux et à Manuel Antonio. C'est très étrange de parler à Santiago en ne quittant pas mon bureau. Bah, on t'attendait en avril dans notre doctorat. Mais enfin, merci Sophie et Safia. Et merci à toi. Et je suis très content de cette rencontre, François. À bientôt. À bientôt.